Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans Cinésphère, le podcast qui parle de cinéma autour Des copains. qui se- Ok, c'est pas... Ça devait arriver, c'était sûr que Ça commence j'allais pas bien. réussir au premier coup. Ça t'arrive. La première phrase. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Cinésphère, le podcast cinéma qui réunit les copains autour Le podcast cinéma qui réunit les copains autour du cinéma. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Cinésphère, le podcast cinéma qui regroupe les copains. Mais c'est parce que je dis podcast cinéma, faut pas que je dise podcast Le cinéma, podcast faut que qui je dise réunit. podcast Mais oui, tout sinon tu dis deux fois cinéma. Putain, simplement. Allez. En tout cas, on rigole bien. oh, putain, Ça va être dur, cet épisode, mais on Ah, j'en ai marre. Faut que j'achète des places à ton spectacle. Vraiment, c'est là. Bonjour et bienvenue dans Cinésphère, le podcast qui réunit les copains autour du cinéma. Comment ça va les copains? Ça va super. Et toi, Benjamin? Nickel. Eh ben, ça va très bien. Alors ce soir, effectivement, vous ne reconnaissez pas la voix de Michael, c'est normal. Il n'est pas là, il est absent ce soir. Mais je suis là, je maîtrise la situation. Donc c'est Ben qui présente le podcast. Et je suis en compagnie de Jérémy, Guillaume et Cassandre. Voilà. Donc ce soir, émission adaptation, puisque nous parlons ce soir du film V pour Vendetta, et vu que c'est une adaptation de comics, nous allons aussi parler des comics, sachant que j'ai lu le comics et également Cassandre ici présente, qui l'a lu il y a plus récemment que moi. Donc la phrase est pas forcément bonne, mais c'est pas grave. Tu l'as lu il y a moins longtemps que moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc moi j'ai quand même pas mal d'infos, j'ai quand même pas mal de souvenirs et tout. Je l'ai pas forcément relu pour l'occasion. Mais j'ai revu le film, bien évidemment, il y a peu. Donc, est-ce que, avant de commencer, vous avez des choses que vous avez vues il y a peu, dont vous voulez parler? Guillaume, par exemple, peut-être? Eh bien, hormis ceux pour les podcasts comme 3 films, etc., en ce moment, je suis en train de découvrir The Handmaid's Tale. J'ai toujours énormément de mal à prononcer son nom, donc La Servante écarlate, hein, voilà. Et donc la série avec une saison qui est sortie récemment, visiblement. Et bah, c'est sympa, voilà, c'est dystopie, vraiment, univers assez sombre, hein, clairement, avec les femmes reléguées au rang d'esclaves, hein, globalement. Mm. Et c'est pas mal. Alors c'est un peu long, je vous cache pas. Les épisodes durent 45, voire parfois 1 heure. Enfin 45 minutes, parfois 1 heure. Et c'est vrai que quand tu regardes un peu dans sa globalité, ça aurait pu tenir sur 20 minutes. C'est juste qu'il y a des très longs plans. Il y a des ralentis sur l'héroïne, donc qui est jouée par Elisabeth Moss, hein, qui est une actrice assez incroyable. Et C'est bien qui est en ça qui train joue dans de... le dernier Homme Invisible, enfin Invisible Man. Exactement, Invisible Man, il y avait que là où je l'avais vu moi avant, et je la trouve incroyable dans ce film. Ce film Ouais. est vraiment cool, je trouve, d'ailleurs. Il est cool, ouais. Invisible Man de 2020, là. Et du coup, il y a des longs plans comme ça, avec de la musique la musique envoûtante, triste, tout ça, et on la voit, enfin c'est très basé sur les émotions de l'héroïne, du coup. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu long et un peu chiant parce que on comprend bien ce qu'elle traverse et Dieu sait qu'elle traverse des choses, hein, cette pauvre femme dans la série. Je pense que la personne la plus sadique de cette série, c'est son auteur, hein. Vraiment, je sais plus comment elle s'appelle, Margaret Atwood, je crois, c'est ça son nom. Ça fait longtemps que je l'ai l'autrice, je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma liste des séries à voir, ça, et il faudra que je m'y mette un jour. J'ai jamais vu. Mais c'est vrai il y a des longueurs, quoi. Et surtout, ouais, c'est vraiment horrible, quoi. Tu n'as jamais d'espoir pour l'héroïne. Bon, là, j'ai fini la 2e saison, je crois. Il y en a combien? Donc, il en reste encore. Il y a 4 saisons, et globalement, c'est 10 à 13 épisodes de 45 minutes, 1 heure. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez long. Okay. Mais ouais, ça reste assez sympa, et c'est vrai que j'ai hâte de voir où ça va aller, quoi. Je crois qu'il y a 6 Et sinon. Ouais, il y en a 6, ouais. Maintenant, c'est un peu mieux au niveau des séries parce que ça s'arrête à au moins 10 épisodes. C'est entre 8 et 10. Avant, ça dépend, ouais. Je me rappelle, avant c'était 25, Ouais. 25 épisodes d'1 heure de 45 minutes. De 40 minutes, ouais, c'était genre 24 heures chrono, Desperate Housewives, tout ça, ouais, c'était un truc c'était de fou. Ouais.
Mais du coup, ouais, Mick m'en a parlé et justement le côté long plan et tout, peut-être que c'est aussi ce qui peut plaire des fois à Michael, le côté technique avec des trucs un peu posés et tout. Je sais qu'il aime bien ça, donc c'est cohérent avec ce que tu dis. Jérémy, tu as vu des choses récemment? Oui, je suis allé voir au cinéma à Normal Family, qui est un film coréen. Mais il vient de sortir Alors, celui-là parce que j'ai vu qu'il était de 2023. Alors, Mais parce oui, que moi moi je aussi, croyais que c'est c'était pour un ça, film j'ai qui pas venait de compris. sortir. Alors, je l'ai vu au Montreur d'Images, qui est un cinéma art et essai. Donc, il passe des films qui sont pas forcément dans les gros cinémas et tout. Mais Bah, il je me passe aussi demande. dans C'est mon ça. cinéma à Donc, côté de chez moi là, d'arrêt d'essai. Donc je me est-ce demande qu'il est s'il est. sorti en 2023? Il est coréen, c'est ça? Ouais, je crois qu'il n'était pas sorti en France et que là, il vient de sortir en Ouais, France. voilà, ça Un truc doit être comme ça. ça. Je pense. Ouais. Donc voilà, et c'était très bien. J'ai pas énormément de trucs à dire là-dessus, mais après moi j'aime le cinéma coréen de base, donc j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est pas. Le Real, tu as le nom? J'ai pas le nom, j'ai oublié, c'est Ok. Bien. un truc asiatique là. Oh putain, un truc asiatique. Il y en a rien à Allez. foutre. J'ai oublié. Cassandre, est-ce que tu as vu quelque chose récemment? Ouais, je suis en train de me remater la saison 1 et 2 d'une série qui s'appelle Fondation, qui est une série de science-fiction sur Apple TV et qui est inspirée Ok. de la trilogie Fondation de Isaac Asimov. Et du coup, Ok, donc c'est une très bonne série. Et la saison 3 sort d'ici un mois et quelques. Donc je rafraîchis tout ça, histoire d'être prête pour la prochaine saison, que j'attends avec grande hâte. Ok, une série donc qui est vraiment aimée par les gens du BTP, bien sûr. Quoi? Voilà. Ça parle de Donc quoi, sinon Cassandre, ça parle de quoi du coup, Ah. Cassandre? C'est vraiment génial. Quand je suis présentateur, je mets l'ambiance, c'est fou, hein. Alors, c'est l'histoire d'un. Donc, ça se passe énormément dans le futur où il y a un empire galactique qui a vraiment. Il y a une. Comment dire, l'humanité est vraiment sur plein de planètes différentes aux confins de l'espace. Ah oui, Et en fait, ok, un c'est ce jour, genre-là. il y a un scientifique qui s'appelle. Enfin, un sociologue du futur, on va dire, qui s'appelle Henry Seldon, qui prédit, grâce à, pour lui, une série d'analyses mathématiques qui se base sur les comportements humains et l'évolution des civilisations, il prédit la chute de l'empire. Du coup, à partir de là, il est considéré comme un hérétique un peu par l'empereur. Et du coup, il va prévoir un plan pour empêcher, en fait, pour retarder la chute de l'Empire, ou plutôt pour amoindrir ses effets, puisqu'il prédit qu'après la chute de l'Empire, il y aura au moins 10 000 ans d'obscurantisme pour l'humanité. Donc, il va prévoir un plan pour limiter ça, pour essayer de sauvegarder un maximum de savoir humain. Sauf que Henry Seldon, il a son propre plan derrière le plan, et que toute la série se base là-dessus. Ok, Ok. putain, ouais, c'est pas mal, hein. Ça a Ouais, l'air elle est stylé. géniale. J'en gros avais budget, jamais en entendu pour ceux parler qui par aiment, contre, du coup. C'est parce que Et les c'est séries américain, Apple du TV. coup. Ouais, c'est parce Ouais, que les séries c'est- Apple TV, personne n'entend jamais parler, mais en fait elles sont géniales. Oui, c'est vrai. Mais ouais, il y a un peu ce côté, j'ai l'impression, avec les séries Apple TV, j'ai un peu l'impression qu'il y a ce truc un peu de niche, parce que j'ai déjà entendu, je crois que c'est celle avec Jason Momoa, c'est Si, je crois, Ouais. S-E-E, et Elle est qui est géniale, elle d'Apple aussi. aussi. Et apparemment, j'en avais entendu du bien. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un truc comme ça où ceux qui connaissent trouvent génial, mais c'est vrai que j'ai pas Bah, l'impression que c'est les plus connus, quoi. Ils sont vraiment spécialisés dans la bonne SF. Moi, une de mes séries préférées de Apple TV, c'est Silo, qui est pareil, a sorti 2 saisons et une troisième à venir. Et Ok. du coup, avec l'actrice qui joue, je crois qu'elle s'appelle Rebecca Ferguson, un truc comme ça, l'actrice qui joue Jessica Ah oui, Baldwin. Oui, Et, c'est Ah, dans Mission oui, Impossible oui. et Doctor Sleep, ouais. Oui, Voilà. voilà, c'est ça, putain, oui, c'est elle. Du coup, la série Silo, c'est une merveille aussi. Franchement, je pense même pas qu'on ait besoin d'aimer la science-fiction pour kiffer cette série. Donc, tout ça, Ok. c'est des séries Apple TV et c'est vrai qu'on se régale. Bah, très bien. Et toi, Ben, t'as vu quoi ces derniers temps? Je vais vous le dire, calmez-vous. J'ai donc vu récemment au cinéma, je suis allé voir le dernier film de Mike Flanagan, qui est donc une adaptation d'un livre de Stephen King. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pas un Comme roman, d'habitude. c'est ouais, Ah, c'est c'est. peut-être plus une nouvelle, parce que j'ai compris. Comment il s'appelle Une petite histoire. Donc, Mike Flanagan, c'est celui qui a Non, mais réalisé notamment le Dr. titre Sleep, du film, s'il te plaît. Life of Chuck, pardon, oui. Et voilà. Ouais, j'en ai entendu parler, mais. Ouais, et ben moi aussi, alors c'est un peu le truc, c'est que
J'en ai entendu parler en très bien, parce que ce film, j'ai l'impression qu'il a que des bonnes critiques, et des critiques vraiment vénères, quoi. Enfin, genre, enfin, il y a des trucs sur l'affiche avec plein de médias qui mettent leurs trucs, genre un nouveau film culte, très poignant, une expérience formidable, ce genre de truc, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'avais un peu peur de ça, donc j'y suis allé avec pas non plus trop d'attente, parce que je me suis dit, il faut faire attention à ce genre d'affiche avec toutes les bonnes critiques comme ça. Et c'est très bien, hein, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, ouais, tout ça pour ça, quoi. Donc voilà, film culte, je sais pas. Mais c'est sympa. C'est le genre de film qui me rend curieux de lire le format papier, quoi, de Stephen King, parce que je me dis que c'est sûrement plus développé et tout. Mais là, c'est vrai que y a une bonne base, il y a un bon début et tout. Mais sur la longueur, bah, c'est cool, hein, vraiment. Mais c'est pas mieux que notre film, quoi. Donc voilà, pas déçu parce que je m'attendais pas forcément à grand chose. Et j'ai vu le film sans voir de bande-annonce ou quoi, parce que j'avais entendu justement qu'il fallait, il fallait y aller un peu vierge, entre guillemets. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça, hein, j'ai trouvé très bien. C'est un bon 7 sur 10, quoi. Mais bon, pour moi, ça révolutionne Bah, rien. Et... après, je pense qu'il faut être sensible à ce que fait Mike Flanagan, hein, ce qui est par exemple mon cas. Moi, j'adore ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'il est très porté sur les très longs monologues existentiels, ce genre de choses qui Ouais, peuvent ouais, être il y a un du délire comme blabla ça, pour ouais. rien pour beaucoup de gens. Et moi, j'avoue, j'adore. Ça me prend complètement ce genre d'ambiance, ce genre de choix, son esthétisme, l'émotion qu'il met au milieu de l'horreur. Enfin, j'ai Mm. adoré tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, Le pratiquement. nom du gars me dit quelque chose, mais je vois pas du tout ce qu'il a fait. Oui, alors je sais plus, j'ai plus ces films Il sous a fait le. quelques séries aussi, Hill House et Bly Mm. Manor Il sur a fait aussi Netflix. Messe de minuit, La chute de la maison Usher, Midnight Ah oui, Club. voilà. Mais ouais, non, moi, bah, du coup, on avait vu pour un 3 films Doctor Sleep, et donc qu'il a aussi réalisé. Et c'est vrai que j'avais préféré pour le coup Doctor Sleep à, euh, à Life of Chuck. Pas de beaucoup, hein, parce que c'est vrai que j'ai quand même bien aimé Life of Chuck, encore une fois, hein. J'ai Mais c'est vrai pas que ouais, aimé je, Dr. je- je te Sleep. rejoins Cassandre sur le côté, oui, hein, peut-être un peu trop de blabla entre guillemets pour peut-être pas grand-chose. Alors effectivement, après comme tu dis, il faut juste que ça parle, hein, que ça parle, quoi. C'est vrai que là c'est un truc qui m'a un peu T'as pas moins parlé parlé sur la particulièrement. longueur, on va dire. Ouais, Hmm. le début, je trouve vraiment qu'il y a un délire. Bah, on sent bien le côté Stephen King, on le sent surtout au début. Et après, c'est vrai que c'est un peu plus plan-plan, entre guillemets. Mais bon, ça reste un bon film, donc n'hésitez pas à vous faire votre avis. Nous allons passer au thème que j'avais proposé à l'époque où Mick nous a établi un plan un peu global de Cinésphère et des futures émissions, tout ça. Donc il nous avait demandé à chacun une œuvre qui avait été adaptée en film et qui venait donc d'un autre format. Donc nous avons eu Prince of Persia notamment, auquel je n'ai pas participé d'ailleurs, même si j'avais vu le film à sa sortie il y a longtemps. Là, donc moi j'avais parlé j'avais proposé V pour Vendetta. Donc j'avais vu le film personnellement. La première approche que j'ai eue avec cette œuvre, c'est le film que j'ai vu au cinéma quand il est sorti, donc en 2005. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'avais trouvé ça sympathique, mais sans plus, dans le sens où, alors je sais pas, c'est des trucs assez, je suis un peu partagé parce que c'est peut-être, j'en parlais avec Nick justement et il me disait c'est aussi le souvenir qu'il avait de ce côté un peu film d'ado rebelle sur l'anarchie et tout. Donc c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un peu ce sentiment-là, donc ça m'a pas forcément parlé. Il y avait des thèmes aussi qui m'emballaient moins, comme voilà, le fascisme, tout ce qui est politique, anarchisme et tout. C'était un truc qui m'avait moins emballé à l'époque. Et je m'étais refait mon avis quelques années après. Et maintenant, c'est un film que j'ai vu voilà, plusieurs fois. Donc là, je l'ai revu dans la semaine pour en parler. Et maintenant, c'est un film que j'aime bien, justement. Sachant qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être 1 ou 2 ans, j'ai lu le comics parce que je suis un grand lecteur de comics et du coup voilà, je cherche à lire des classiques un peu et surtout voilà, je cherche des fois à voir les films qui sortent d'une BD de base et tout, j'aime bien voir les trucs originaux. Donc j'avais lu la série, parce que oui, à la base c'est une série de comics qui est sortie donc dans les années 80, une série donc qui est de Alan Moore,
qui a fait plein de choses en termes de comics, hein. Il est assez connu dans ce monde-là. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il a fait notamment un des Dark Knight les plus connus, donc c'est The Dark Knight Returns, si je ne confonds pas. Il a fait pas mal de choses, il est assez connu, c'est donc un écrivain anglais, et donc c'est pour ça aussi que l'œuvre se passe à Londres. Et le livre, alors je sais pas, on va peut-être parler du film dans un premier temps, comme ça on pourra parler du livre dans un second temps, et on fera les comparatifs après. Est-ce que vous voulez parler du résumé? Est-ce qu'il y en a un qui peut me résumer le film dans un premier temps? En gros, c'est une dystopie où alors des gens sont au pouvoir, enfin le gouvernement est assez tyrannique, il y a un couvre-feu, il y a des trucs comme ça, il y a eu une série d'attentats, je crois, qui ont fait que la société est devenue ultra conservatrice et prudente, et si bien, enfin une sorte je sais pas, de puritanisme, je sais pas si on peut trop dire ça. Et en gros, bah, il y a une grosse, enfin, un gouvernement tyrannique qui a mis en place un couvre-feu et plein de règles un peu débiles. Et bah, grosso modo, il va y avoir un terroriste avec le masque des Anonymous, voilà, qui va se ramener, qui va commencer à foutre la merde, à faire des attentats lui aussi, et à tuer des gens importants dans le gouvernement. Et il va prendre sous son aile une jeune journaliste, interprétée par Nathalie Portman, à qui il va sauver la vie un soir. Et, euh, et en fait, il va la former petit à petit à devenir un peu comme lui, une espèce de super-héros, en fait, anarchiste. Et, euh, et bah, grosso modo, à la fin, le peuple se soulève contre le gouvernement, et puis bah, ça se termine plus ou moins comme ça. Alors, je sais pas si j'ai fait des erreurs ou si j'ai des dingueries, mais je crois que c'était ça, hein. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il forme Ivy à devenir Oui. on va dire une V bis. Pour moi, c'est pas le cas dans le film. Il la prend sous son aile, on va dire il lui apprend à se libérer de la peur, mais pour moi, il n'y a pas cet esprit de succession qui, justement, est un peu plus précise dans le livre, mais on en parlera après. Mais pour moi, dans le film, c'est pas vraiment le cas. Oui, elle a fait rien de particulier, elle Ah se ok, bat bah, pas. Si moi elle je baisse, voyais plus ça elle baisse le comme... levier des bombes à la fin, quoi. Enfin, je crois que pour envoyer le train, mais c'est tout, quoi. Je Le je vois métro. plus ça comme lui, c'est le gars dans l'action, voilà, qui va tuer des gens et tout, et elle, c'est la journaliste qui va plus passer par la divulgation de la vérité et puis le fait d'essayer d'obtenir justice en quelque sorte. Après, encore une fois, je suis désolé, hein, moi, c'est vrai que c'est un film que j'ai en même temps bien aimé et en même temps avec lequel j'ai un peu eu du mal. Il y a toute la phase où Nathalie Portman commence à changer, puis à se remettre en question profondément, à vaincre sa peur et tout, avec les scènes où elle est dans la cellule et tout, où j'étais un peu paumé. À ce moment-là, le film, il m'a un peu perdu. Mais mine de rien, je trouve que leur relation, elle marche assez bien, et je trouve que la grosse qualité du film, pour moi, bah, c'est V, hein, tout simplement, qui est un héros assez stylé, je trouve. Et alors, même si, bon, enfin, tout l'esprit en fait de V ou ce qu'il va raconter, je trouve les dialogues un peu lourds par moments. Les idées sont, bon bah voilà, c'est compliqué de se mettre à sa place parce que bah, on n'est pas dans une dystopie pareille. Mais il a des idées qui sont, voilà, qui sont assez extrêmes, mais en même temps relativement justes et tout. Donc il y a cette espèce de jeu un peu où on sait pas trop, est-ce que il est pas un peu anti-héros et en même temps est-ce que bah, il a pas raison de faire ça, tout ça. Donc ça nous met face à voilà, nos propres valeurs en tant que spectateur. Et il a quand même un côté très badass, je trouve, notamment à la fin, là, quand bah, à chaque fois qu'il va tuer les membres du gouvernement. Bon, alors à la fin, clairement, enfin, limite, t'as l'impression que V, il incarne plutôt une idée, en fait. C'est clairement ce qu'il dit, en fait, à la fin, c'est-à-dire que il ne peut pas être tué. Il se fait tirer dessus par je sais pas combien de mecs, et puis il dit cette punchline. Derrière ce masque se cache une idée, et les idées sont à l'épreuve des balles, ou un truc comme ça. Et, euh, et ça, bah ouais, je trouve ça vraiment stylé. Et le fait que bah, il meurt justement en accomplissant un an après avoir dit qu'il allait faire sauter le Parlement, le fait que ce soit Nathalie, enfin c'est pour ça, pour moi, c'est la succession un peu. Enfin, Nathalie Portman, c'est Ivy, je crois, ouais, c'est ça, elle s'appelle, un truc comme Ivy, ça. ouais. C'est ça. C'est elle qui va tout faire péter. Voilà, c'est le point final, enfin, c'est la conclusion en fait de toute la vie de ce mec, quoi.
Et voilà, j'ai trouvé ça assez cool, le peuple qui se soulève contre le gouvernement. Enfin voilà, c'est le côté un peu jouissif, bébête dans ce genre de film. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'a plu. Après, c'est vrai que le film commence bien, le film finit bien, mais entre les deux, par moments, il y avait voilà, une mélasse un peu où je me suis pas mal perdu, hein, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un assez bon film. Et, voilà, je sais pas ce que vous, du coup, vous en avez pensé. Alors avant d'enchaîner, je fais juste une petite fiche technique du film. Donc oui, en gros, grosso modo, c'est vraiment, on en parlera dans le comics parce que c'est un peu plus développé. C'est vrai que dans le film, c'est un peu plus basique de vraiment le règne fasciste, clairement, c'est ça, hein, grosso modo. C'est la dictature par excellence, un peu. Voilà, qui est contre, avec V, qui représente plus l'anarchisme. Donc c'est vrai que c'est un peu plus, c'est assez bateau et gros sabot dans le film, c'est un peu moins développé. Mais voilà, en gros c'est ça. Et oui, effectivement, V pour Vendetta, donc V qui incarne cette rébellion-là, donc qui porte le masque de Guy Fawkes, que je ne connaissais pas justement avant de lire le comics, parce que pour moi son masque c'était avant tout le masque de V pour Vendetta, et après c'est un masque qui a été repris par les Anonymous après. Mais c'est vrai que je savais pas forcément que ça venait de quelqu'un, et c'est vrai, et c'est en lisant le comics à la fin où il y a plus d'infos et tout qui expliquent un peu plein de choses. Et du coup voilà, c'est là que j'ai découvert ce nom de Guy Fawkes, et c'est vrai qu'ils en parlent dans le film. Et c'est vrai que la première fois où j'ai vu le film, j'ai pas forcément capté ce nom parce que je le connaissais pas. Mais voilà, en gros, sans rentrer dans les détails, c'est un gars qui a voulu faire sauter le Parlement un 4 novembre donc 1605. Donc là, j'ai pas les détails, je suis mauvais en histoire et tout, mais voilà, c'est pour vous donner un peu la base de ce personnage-là. Et du coup, c'est devenu apparemment, dans l'histoire anglaise surtout, d'après ce que j'ai compris, un symbole assez important. Donc voilà, avec ce chapeau et ce bouc, voilà, cette petite moustache et ce petit bouc qui sont très symboliques du masque, quoi. Donc voilà, donc c'est un film américano-germano-britannique réalisé par James McTague. C'est son premier film et c'est aussi les Wachowski qui sont derrière le scénario. Donc voilà, donc c'est avec Ah, mais Natalie ça se Portman. sent. Voilà, Ouais, ça se c'est sent ça. tellement. Le C'est ça. film m'a tellement fait penser à Matrix, moi. Ouais. C'est vraiment un truc de fou à plein de moments. Ah, je savais pas que les frères Ouais, ouais. Wachowski ils avaient bossé sur le film, putain. Moi, ça m'a fait penser à D'accord, ok. Vidoc avec Guillaume Canet. Et c'est une autre ambiance. Oui, et il y a un peu de Vidoc aussi, c'est Et, vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette. Alors j'ai pas vu Vidoc. ouais, t'as de la J'ai vu chance. la fameuse vidéo de, Ouais. de notre euh, Que, de notre duo à tous que Dieu Karim t'en Debache, mais je l'ai pas vu préserve. le film. Kamel de Biche. Voilà. Donc oui, donc Nathalie Portman et Hugo Weaving qui joue donc le rôle principal de V. Ah bah oui, en plus, oui, il joue dans Matrix, ouais. Oui, c'est ça, l'agent Smith, le fameux. Mhm. Ah, Est-ce que Jérémy, tu vas enchaîner ou Cassandre? Peut-être Cassandre? Du coup, bah, moi j'ai beaucoup aimé le film, plus que vous, j'ai l'impression. Donc, c'est un film que j'ai découvert assez jeune et que j'ai kiffé sur bien des aspects. Maintenant que j'ai lu le comics d'origine, c'est encore plus intéressant. Et j'aime encore plus le film, je crois. Et du coup, j'aime beaucoup de. Après, c'est difficile, je peux déjà. Enfin, je sais pas si je peux déjà entamer les comparaisons, si j'essaie vraiment de me concentrer sur le film. Oui, non, on va peut-être faire ça petit à petit, mais si tu as des comparaisons à faire, vas-y, on va pas se priver. Ok. Euh, Bah, disons que pour ce qui est du film, déjà pour commencer, je trouve que c'est un film déjà qui parle de libération et pas que la libération du gouvernement, mais la libération aussi de une sorte de libération personnelle, comme la libération de la peur, la libération face à l'autoritarisme, donc la libération de soi-même vis-à-vis des figures d'autorité, des figures de pouvoir, surtout quand le pouvoir est totalitaire comme dans le film. Du coup, ben voilà, c'est la belle révolution romantique, quoi. Et du coup, je suis pas difficile à séduire sur ce type de thématique, pour tout dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros côté romantique, notamment dans la façon de parler de V
qui parle des vers, des trucs qui riment et tout. Donc rien que ça, il y a un gros côté. Enfin, ce symbolisme-là est très développé, même à la fin, quand il est dans son cercueil avec les roses autour et tout, ça fait très mise en scène, très théâtral un peu. Donc, Puis pas que ça, rien que le pouvoir des idées. C'est une idée, c'est très romantique comme façon d'aborder la chose. Donc ça aussi, sa révolution est romantique dans toute sa mise en place, quoi, quelque part. Je réagis juste quand Guillaume parlait d'anti-héros, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu comme ça aussi, parce qu'il est très pris pour un terroriste aux yeux des fascistes. Mais c'est vrai qu'au début, vu que c'est les fascistes qui sont le gouvernement, du coup il y a le gouvernement qui a ce côté propagande, où on nous dit lui c'est le méchant, et c'est vrai que petit à petit dans le film, il devient le symbole du peuple plus que du gouvernement, quoi. Même si le gouvernement le pointe comme le gros méchant. Jérémy, quelque chose à rajouter, toi qui l'as vu tout à l'heure? Oui, là du coup je viens de le finir. C'était sympa. C'est un peu moins mon style de film, donc je vais pas dire que c'est un truc de fou non plus. Après, je vois que c'est un bon film, hein, je comprends pourquoi. C'est juste moi, ça me touche moins. Au début, je trouvais ça un peu fatigant, la façon dont il parle. Après, ça se calme un peu. Et surtout, le premier combat au début où il te sort que des phrases biscotées et tu dis attends, je vais revenir en arrière pour comprendre ce qu'il a dit parce que. Voilà, c'est très compliqué. Par contre, après, il a toute une tirade avec que des mots qui commencent par V. Ouais. Et alors, du coup, je l'ai vu en VF. Et pour le coup, je trouve qu'il y a un beau travail de VF parce que c'est très bien fait. Et je sais pas comment c'est dans la VO, mais. En tout cas, c'est bien foutu. C'est pareil, oui. Mais... Moi, j'ai même au niveau des traductions, des sous-titres, les sous-titres sont aussi écrits avec. C'est un truc qui doit pas être évident quand on est adaptateur pour retranscrire, parce qu'il faut garder ça, il faut que ça reste cohérent et avoir un sens. Donc ça, j'ai trouvé assez fort. Voilà. Après l'histoire globale, j'ai rien à dire de plus. La réalisation est plutôt cool. Voilà. Après l'histoire en elle-même, j'ai pas grand chose à rajouter. Franchement, j'ai trouvé ça sympa, mais je me suis un peu ennuyé. Voilà, j'ai trouvé ça un peu long sur le milieu et il me tardait de finir un petit peu quand même. Ouais, le film fait 2h10, un truc comme ça. C'est vrai que je les avais sentis passer la première fois au cinéma. Là maintenant, quand je le vois, je les vois moins passer parce que c'est vrai qu'il se passe quand même pas mal de choses entre guillemets et c'est un peu le problème. Alors c'est ça, je rejoins un peu Michael qui m'a fait un long vocal, il a vu hier soir et du coup il était censé participer ce soir, c'est pour ça qu'il a vu le film mais il a eu un empêchement, mais du coup il m'a quand même retranscrit son ressenti. Donc lui il a mis 9 sur 10 au film parce qu'il a beaucoup aimé, sachant qu'il avait déjà vu et alors il y a longtemps, c'est peut-être à sa sortie aussi dans les années 2000 qu'il a vu. Et voilà, il me disait qu'il avait un peu peur de le revoir parce que justement il avait un peu peur de ce film un peu pour ados, un peu à la Matrix, fait par les Wachowski, qui peut être un peu kitsch sur certains points et tout. Et au final, il y a plein de choses qui lui ont parlé au niveau de la mise en scène, au niveau de l'idée et tout, du personnage et tout. Mais voilà, c'est ce qui est ressorti un peu du point négatif pour la raison laquelle il a que 9 entre guillemets, c'est qu'il lui pardonne plein de choses même sur les points un peu kitsch, notamment il me citait la fin avec le combat où toutes ces lames en fait on voit les trajectoires des lames avec des effets un peu de vent mais un peu bleutés, tu sais, qui montrent le mouvement des lames, où c'est visuellement un peu stylé, mais c'est vrai que de le voir maintenant il peut y avoir ce côté un poil kitsch. Mais ce qui l'a un peu attristé, c'est de voir que effectivement le film se passe en un an et ça fait que 2h10 entre guillemets. Et c'est vrai que du coup il y a plein de choses qui se passent très vite dans le film. Et là où on va peut-être rejoindre la BD, c'est parce que effectivement la BD c'est une série à la base, le comics, c'est une série de comics qui a été rajoutée et regroupée dans des gros volumes. Donc moi c'est ce que j'ai, hein. J'ai un seul gros volume, l'intégrale, et c'est vrai que c'est quand même un truc que tu lis pas en un jour, quoi. Enfin ça fait quand même un petit pavé entre guillemets,
Et évidemment, comme beaucoup de livres ou quoi, c'est vrai que bah, tu peux pas mettre tous les détails d'un livre dans un film de 2 heures, ou alors faut rallonger le film, et bon, c'est des fois compliqué au niveau du rythme ou quoi. C'est vrai il se passe pas mal de choses en plus, ou alors sur plus de temps, sur plus de pages et tout. Parce qu'évidemment, c'est déjà le côté série fait que c'est divisé en plusieurs épisodes. Et dans ces épisodes-là, il y a aussi plusieurs chapitres. Donc c'est vrai que c'est assez découpé. Du coup, il passe quand même plein de choses avec des chapitres comme ça, assez découpés et assez rythmés, entre guillemets. Mais assez marqués, quoi. Donc je sais pas si Cassandre peut-être, alors sachant que voilà, je répète, il y a que Cassandre et moi qui avons lu le bouquin, et c'est vrai que là en relisant, en refeuilletant le comics et tout, c'est vrai que je me suis rappelé, entre guillemets, là c'était la première fois que je le voyais après avoir lu le comics, et effectivement je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu rushées pour que cette année qui se passe dans le film soit pas trop longue non plus à visionner sur un écran. Donc Cassandre, est-ce que par rapport à ça, le comics... déjà, est-ce que ça t'a plu le comics? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu préfères le comics au livre ou quoi? Dis-moi. Un peu bof le comics, à vrai dire. Déjà d'une, visuellement, il est extrêmement vieux. Il a les graphismes d'un vieux comics. Ce qui fait que c'est très lourd et qu'il y a beaucoup de cases qui sont pas très lisibles. Donc moi, il y a plusieurs cases où je l'ai pas interprété comme il faut, et c'est en la revoyant que j'étais en mode... ah oui, non, ok, le personnage il est là, parce que comme ça joue beaucoup sur les ombres, les cases sont très sombres, le visuel de la bande dessinée est très sombre, et comme je dis, en termes de visibilité, déjà, la lecture est pas simple, et c'est pesant aussi en plus de tout s'enchaîner comme ça à la lecture. Oui, ça joue. Donc donc déjà visuellement, j'irai un peu bof dans mon appréciation. Et après, pour ce qui est de l'histoire, il y a des trucs que je trouve intéressants dans la bande dessinée, mais c'est vrai que je préfère largement la démarche du film, parce que déjà, il y a quand même beaucoup de différences notables. Déjà d'une, je trouve que la bande dessinée a beaucoup plus une idéologie d'anarchie, là où c'est moins le cas du film. L'anarchie, on a plus la révolution, en fait. Je trouve que la notion de révolution est plus présente dans le film que l'anarchie en elle-même, alors que l'anarchie, elle est vraiment beaucoup plus palpable dans le comics. Et ensuite, je réagis juste à ça. Et Jérémy et Guillaume, n'hésitez pas à réagir aussi au fur et à mesure. Mais sachant que vous n'avez pas lu le comics, mais si vous avez des trucs à dire par rapport au film. Mais ça, justement, j'ai lu qu'effectivement, Alan Moore, donc, qui a fait le comics, n'aimait pas le film, comme beaucoup de gens qui ont fait des livres adaptés en cinéma. Il y en a, ça passe pas toujours vis-à-vis des auteurs de base. Et c'est un peu ce qu'il disait dans ce que j'ai lu, c'est qu'il trouve que justement le côté fasciste et le côté anarchiste n'étaient pas assez développés dans le film, là où du coup tu te retrouves dans un entre-deux un peu pour les deux. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un gouvernement totalitaire et tout, mais bon, c'est pas hyper développé dans le film. C'est vrai qu'à part te montrer le méchant, le dictateur en gros plan sur un grand écran et tout pour te montrer qu'il est méchant. C'est vrai que ça, tu comprends très vite que voilà, il a ses bras droits, il en a plusieurs qui représentent divers. C'est un totalitarisme cliché. Ça en dépasse voilà, pas en fait du cliché. Dans le film. Et du coup, il parlait même de ça par rapport à l'anarchisme aussi dans le film, qui est aussi moins développé. Ce qui le gênait un peu par rapport au film. Le personnage de V, notamment, déjà, est beaucoup plus un anarchiste dans l'âme, mais ça le déshumanise aussi beaucoup. Pas que pour ça, d'ailleurs, ça le déshumanise parce qu'il est beaucoup plus dingue. En fait, il a une personnalité anarchiste dans le comics qu'il n'a pas dans le film. Dans le film, en fait, il est quand même assez accessible émotionnellement, il a l'air quand même d'être assez sain d'esprit. On sent qu'il en a bavé, tout ça. Mais à part ça, il a plutôt un fonctionnement humain, en fait, on va dire. Alors que je trouve que il a beaucoup moins, il y a aucune, il y a très peu d'empathie, je trouve pas le personnage très attachant en fait, le personnage de V, parce que dans le comics, comme je disais, il est très déshumanisé. Et il a ce côté, d'ailleurs, il est dit comme étant fou en fait dans le comics. Il est dit que ce qu'il a subi l'a rendu fou. Et ce côté aliéné qu'il a est donc beaucoup plus présent, et ça en fait une figure de l'anarchiste justement beaucoup plus palpable. Mais on a beaucoup plus de mal à s'y attacher, à s'identifier, etc. Donc
Donc déjà, ça, c'est une grosse différence du personnage. Et surtout qu'en plus, les personnages sont énormément développés de par leur relationnel également. Et Ivy aussi a pas du tout la même gueule dans le comics, puisque dans le comics, c'est une jeune fille qui a 16 ans, Oui, que sa première introduction, Ouais. c'est qu'elle essaye de se prostituer de façon assez maladroite. voilà. C'est-à-dire qu'elle va vers un gars et c'est en mode « Est-ce que tu voudrais acheter mon corps ?» Donc voilà, même lui se fout un peu de sa gueule, en mode « C'est ta première fois, non ?» Oui, oui. Et donc en fait, c'est une petite ingénue qui est orpheline et qui est dans la misère et qui Ils ont qui bien fait ce lissé qu'elle le peut pour truc. survivre. Ouais, Oui, mais c'est ça. juste- C'est un peu ce que je me suis dit aussi en me remémorant que effectivement dans le comics elle avait que 16 ans. Et c'est vrai que c'est peut-être le truc aussi. Alors voilà, le comics est sorti, le premier numéro est sorti en 82. Donc évidemment les idées ont évolué et tout. Mais c'est vrai que je me dis, il y a peut-être des choses qui passaient dans un comics en 82, de montrer une fille de 16 ans qui se prostitue. De là à la montrer au cinéma et de faire pareil en 2005. Ouais, mais quelque Bon, ça part, a ça se passe 20 ans, dans une 2005, mais c'est vrai dystopie, que- c'est quelque chose, tu vois, peut-être que c'est la Oui, seule manière mais bon, qu'elle a de peut-être s'en que sortir ça- pour montrer que c'est vraiment la galère. Enfin, tu vois. J'ai pas tant de problème avec cette démarche-là du personnage de Ivy, on va dire à sa base, mais j'ai plus un problème dans ce que ça rajoute sur le personnage de V. Parce que, V, du coup, en parallèle, ça veut dire qu'il chope une gamine de 16 ans qui l'embarque chez lui, que du coup il va séquestrer pendant près d'un an, et sur laquelle il va faire de l'aliénation sur ses idées. Ça passe moins quand C'est elle a vrai 16 ans que et qu'elle est comme ça. ingénue que quand c'est une femme adulte et indépendante. Donc voilà, ce qui aide pas encore une fois à s'attacher au personnage de V, qui même sur le plan moral est plus que moyen, dirons-nous, sur ce plan-là. Donc ça C'est aussi, vrai. ça a été adouci, mais je trouve que ça n'a pas été adouci forcément pour le pire dans le film, parce que ça rend le personnage de V beaucoup plus intéressant et leur relation beaucoup plus saine, puisque du coup elle c'est une femme adulte et indépendante et qu'en plus elle se rebelle contre son projet de départ. Là où le personnage d'Ivy dans le comics ne se rebelle jamais. Il n'y a aucun moment où elle remet... à part un peu vers la fin, mais c'est vraiment dans le final qu'elle a un peu plus, et après qu'il en ait déjà fait baver plus que de mesure, que... Mais sinon, de base, elle le suivrait partout, quoi. Et ça se sent, parce qu'elle sait pas où aller, justement, parce qu'elle est beaucoup plus démunie. Et du coup, ça rend leur relation beaucoup plus malsaine, en fait, je trouve. Donc, donc voilà, ça, c'est une Oui, des parce choses que- que parce j'apprécie que là, aussi c'est bizarre, davantage dans le parce que- film. Là, la meuf, elle a un boulot et tout, mais elle part, mais genre, personne ne se demande où elle est, quoi. Ah Faut bah si, savoir il y en a qu'elle- des gens elle est- qui se demandent où elle est. Elle est poursuivie un petit peu, mais par le gouvernement. Mais elle est recherchée en tout cas. Mais je sais pas. Il y a... Après, on la présente comme une fille qui a quand même. Bon, du coup, elle est orpheline, mais c'est vrai Ouais. qu'on la présente comme une fille qui n'a pas forcément beaucoup de liens sociaux, de famille, de proches et tout. Donc, c'est vrai Mm. que là, on peut se dire. Personne se demande où elle est parce que peut-être qu'elle n'a pas grand monde aussi Ouais. Et puis comme contact. En plus, en période de dictature où les gens ont la délation facile, en général, les gens avaient moins tendance à construire et à développer l'intimité entre eux que quand on n'est pas dans une période totalitaire. Donc, surtout qu'elle, de base, c'est la fille un peu de révolutionnaires qui se sont fait tuer, et ça dans les deux versions. Donc, voilà, si elle a des choses à dire, c'est un peu dangereux pour elle, dirons-nous. C'est ça que je me rappelais pas à son sujet, mais oui, il y a ce côté aussi. Ouais, je me disais bien qu'elle avait un passif un peu, et c'est pour ça qu'elle cherchait à se venger en étant journaliste et puis en essayant de se battre pour la justice et tout. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir son évolution avec V et l'évolution de sa pensée en fait, et de comment elle veut arriver à ses fins. Et c'est peut-être là où ça différait avec V, et au fur et à mesure du temps, il y a cette espèce de respect et d'amour qui est né un peu entre les deux. Pas tant que ça de départ, parce que de départ, Ivy, c'est une personne qui a toutes les raisons de vouloir la révolution, justement parce qu'elle y a plus perdu que n'importe qui, il y a perdu toute sa famille, mais en même temps, c'est une personne qui est dans la résignation, comme la plupart des gens dans un système totalitaire. C'est-à-dire même ceux qui ne partagent pas leurs idées sont en mode le système est trop fort, on peut rien y faire, alors tout ce qu'on peut faire c'est l'accepter et le subir. Et de base, Ivy c'est un personnage qui s'inscrit vraiment dans cette pensée-là. Elle n'a pas du tout l'esprit de la révolution, même si elle est journaliste, elle sait comment ça marche et en quelque sorte elle fait avec. Et ces idées révolutionnaires que tu décris, c'est V qui va les éveiller. Oui, c'est ça, parce que même de base, dans le film, on la présente comme effectivement le fait qu'elle ait perdu ses parents et tout à cause du gouvernement, en gros. C'est vite fait présenté, mais un peu plus tard, quand elle est avec V et tout.
avec un flashback qui explique un peu tout ça. Mais c'est vrai que concrètement, quand on te la présente au moment où, au début du film et tout, c'est vrai que comme DJ, elle a un taf et tout. Mais c'est vrai que tu sens que c'est pas la grosse rebelle acharnée. Voilà, tu sens qu'à côté de ça, elle a un taf et tout. Et bon, peut-être qu'elle a des idées où elle aimerait que les choses changent et tout. Mais c'est vrai que concrètement, tu vois qu'elle fait pas non plus bouger les choses parce que peut-être que oui, elle est effectivement Elle longe les dans un murs, truc quoi. un peu de. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, je me rappelais pas de ça, j'avoue. Putain, je suis désolé parce que je l'ai vraiment vu il y a. Alors, je l'ai pas vu il y a 2 ans non plus, hein, mais je l'ai pas vu il y a 2 semaines non plus, ce film. Et c'est vrai que bah, c'est un peu le problème, c'est que il y a des scènes qui m'ont marqué, comme par exemple la scène de gros dialogue là, euh, où ils sont dans le souterrain là où habite V, et ils se parlent tous les deux. Je crois que c'est un peu avant la fin. Ou c'est peut-être non, bah, c'est le moment du discours avec les V là dont tu parlais, Jérémy. Et il y a toute une scène comme ça de dialogue que j'avais bien aimé justement entre les deux. Mais en vrai, j'ai bien aimé le film, c'est juste que je trouve qu'il y a un peu des irrégularités dedans et que le rythme parfois, ouais, il y a une bonne scène d'action, on se dit waouh, cool, 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 et ça retombe après un peu à plat. Et bah, c'est un peu ce que j'ai trouvé dommage, mais à chaque fois qu'il va tuer les gens, pareil, la meuf, là, la biologiste, je crois, c'était une biologiste ou quelque chose comme ça, avec Ouais. à qui il donne une rose avant de la tuer, il fait. Ouais. Je sais plus, pareil, sa punchline, c'est je ne suis pas venu ici Pour s'offrir, ok. pour ouais, exactement, non, pour punir vos idées ou je sais pas trop quoi, je suis venu pour punir vos actions. Bon, c'est beaucoup plus stylé, hein, la façon dont il le tourne. Mais c'est ça que j'aimais bien, c'est J'aime bien la façon juste avant qu'elle meure, quand l'éloquence. il dit vous êtes venu me tuer. Et il lui dit c'est déjà fait depuis 10 minutes. Avec un poison, c'est assez stylé comme phrase. Et ouais, pour moi, c'est vraiment le gros plus. Mais en vrai, Cassandre, j'ai bien aimé le film, hein. Moi, je lui ai mis 7, donc je pense que c'est genre un 13-14, je pense, ce film. Bon, je l'ai pas adoré comme Mickaël a pu le faire, mais non, je trouve qu'il y a vraiment du bon et je sais pas, il a un côté vraiment original à mes Oui. yeux. Moi, il y a une scène que j'ai C'est trouvée ça, moi aussi bizarre. j'ai mis 7. Une scène que j'ai trouvée bizarre, moi, Oui. c'était avec les dominos. Parce que tu fais, ok, c'est très joli visuellement, mais en vrai, t'es tout seul dans ta cave, tu fais des dominos, pourquoi? Tu vois, j'ai l'impression qu'elle est là pour faire un joli plan dans le film, mais le mec, il fait ça pourquoi en Bah, fait? C'est même pas Bah, un il a truc. un an, en vrai, il a un an à tuer entre les deux dates ouais, qu'il cible. Ouais, mais Enfin, je veux il dire, fait ça tout il seul. aurait pu faire des puzzles. Après, il le fait aurait pu- tomber en mode, il est là, debout devant son truc, là, il fait, voilà, ok, c'est joli, mais. en vrai je pense qu'il y a un peu de ça, comme dit Cassandre. C'est bon, déjà le film se passe en un an et c'est quelqu'un, voilà, même au niveau de son antre, dirons-nous. C'est quelqu'un qui a plein de trucs de culture, plein de tableaux, plein de trucs et qui d'artistes est et tout, des œuvres excessivement d'art et tout. Et théâtral c'est tout le vrai que temps. tu sens que voilà, il passe le temps avec des. Ben voilà, c'est quelqu'un qui aime visiblement les trucs beaux et jolis. Ouais. Donc c'est vrai que ça me parle. Enfin, ça me gêne pas trop le fait de me dire que pendant un an, il a monté un joli domino et que le jour justement de l'anniversaire ou du 4 novembre, bah, le jour où du coup tout son plan doit être mis à exécution, le fait qu'il fasse tomber le domino. Voilà, alors oui, effectivement, hein, je te rejoins sur le fait que ça fait une scène jolie surtout. Mais bon, c'est vrai que ça m'a pas dérangé en soi. Non, voilà. C'est pas de l'ordre de l'incohérence, je dirais. Sinon, le Ouais. truc, mais comme on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est que le fait que au moment où il la capture et où il l'interroge et tout en mode, elle s'est fait choper par le gouvernement. Et alors, je sais pas comment ça donne en VO, mais moi en tout cas, je l'ai vu en VF et c'est Féodor Atkin qui fait la voix de V, qui a quand même une voix très reconnaissable. Et quand il l'interviewe et tout, qui lui pose des questions pour savoir, pour lui dire où est V et tout, lui demander des infos et on voit jamais son visage au gars. Et tu te dis, mais à quel moment tu le reconnais pas? T'as passé je sais pas combien de temps avec lui, vous avez parlé beaucoup et tout, et tu le reconnais jamais, alors que là, je sais pas, il dit une phrase, t'as déjà compris que c'était lui, quoi. Ça s'entend tellement. Et je fais, mais Ouais, à alors quel ça, moment toi tu l'as pas capté, quoi? c'est un truc que je me suis dit les dernières fois où je l'ai vu. Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma, donc c'était en VF. Et alors voilà, je faisais sûrement moins attention à toutes ces choses-là, donc j'avoue que je ne l'avais pas capté
La première fois que je l'ai vu au cinéma où j'avais 20 ans de moins forcément. Donc c'est quelque chose que j'ai pas capté et du coup quand j'ai su que c'était lui depuis le début qui la tenait qui l'a séquestré concrètement, ben voilà, j'ai eu ce petit étonnement parce que je n'avais pas vu venir le truc. Et c'est vrai que les dernières fois où je l'ai vu, alors là je l'ai vu une fois en VF au cinéma et après les autres fois où je l'ai vu, je crois que c'était que de la VO. Donc c'est vrai qu'en VO j'ai l'impression que c'est moins flagrant et bon là Ouais. maintenant de toute façon je le sais donc même je prête plus forcément attention à la voix mais c'est vrai que je crois que j'avais fait le test une des dernières fois où je l'avais vu de passer de la VO à la VF pour voir justement et c'est vrai que je m'étais dit oui maintenant c'est vrai que je m'intéresse un peu plus au doublage et tout. C'est vrai que la voix de Féodor Atkin est assez reconnaissable. Et c'est vrai que là, le fait de le montrer dans le noir avec cette voix-là, je me dis oui, bon là c'est sûr, Ouais. on voit Déjà, on entend déjà, il y a que la c'est voix, lui. tu Mais vois après, jamais bon, la tête, tu Cassandre dis, par oui, exemple c'est lui. nous disait que c'était moins flagrant pour elle. Ouais. Moi, je l'avais vu il y a quelques années déjà, ce film, et j'avais déjà capté, quoi. Et parce que, je sais pas, ça me semble assez évident, mais après, peut-être parce que j'ai plus l'oreille, moi, pour tout ce qui est voix et tout. Voilà, autant je reconnais pas les visages des gens, mais j'ai une très bonne oreille pour reconnaître les voix. Donc, les comédiens de doublage, tout ça. Alors, peut-être c'est pour ça, hein, mais je trouve qu'il a quand même une voix De toute façon, très. Oui, de toute façon, si on part vraiment sur la cohérence, toute la scène est à prendre métaphoriquement parce elle tient pas la route de A à Z et pas que pour les questions de voix. Je veux dire, quand elle se fait raser la tête, c'est en pleine lumière. On voit les mains à travers les gants, comment dire, les gants de chirurgie et les mains, elles sont pas brûlées, elles ont rien. C'est différentes statures de personnes qui lui parlent. À chaque fois que les personnes qui lui parlent, on voit les mouvements sur le côté de la silhouette, donc on comprend que ça peut pas être des mannequins comme c'est montré à la fin. Donc en fait, pour moi, toute la séquence est faite pour qu'on se sente dans sa peau à elle. c'est ça. Elle n'est pas faite pour être réaliste, elle n'est pas faite pour être cohérente, elle est faite juste pour instiller la sensation qu'elle a en immersion avec le personnage d'Ivy. Donc qu'importe si après ça tient pas la route, puisque de toute façon, il y a plein de choses qui tiennent pas la route dans cette séquence. Ouais. Je Et me dis, du c'est un coup, truc qui pourrait mieux fait marcher que en tu dis BD ça, parce que tu le lis. notamment. Oui, et du coup, ouais, alors ayant refeuilleté la BD là pour voir ne serait-ce que les images et les trucs un peu plus parlants pour faire le lien avec le film, mais c'est vrai que j'avais pas capté, je m'étais pas fait la réflexion pour le film notamment de la scène où elle se fait tondre et que effectivement c'est en pleine lumière et dans le film tu la vois pleurer et tout et dans le comics il me semble que cette scène là elle a les yeux bandés justement quand elle se fait tondre donc du coup là c'est déjà plus parlant. J'ai un Et doute. plus cohérent. Peut-être, hein, mais j'ai un doute. Je crois, hein, parce que là je l'ai refeuilleté ce matin encore et il me semble que c'est un truc que je me suis dit, tiens c'est bizarre. Alors pareil, le dessin est un peu Ah vieux bah et tout, peut-être. mais on comprend qu'elle a les yeux bandés, alors du coup c'est plus cohérent. Et notamment, oui, c'est vrai que cette scène-là, pour faire un peu de lien avec le comics, c'est aussi une des scènes qui est beaucoup plus développée dans le comics, évidemment. Ça prend plusieurs pages et tout. Même au niveau des scènes de torture, c'est vrai que je me rappelais plus trop du film. Mais c'est vrai que la scène en soi, on te fait comprendre qu'elle reste plusieurs jours enfermée. Et au final, en 5 minutes, la scène est rushée, quoi. Enfin, il y a un montage assez rythmé de, voilà, elle lit les trucs quand elle est dans sa cellule, elle lit la lettre à la femme, là. Et après, ça passe sur une petite scène de torture et tout. Le Mais papier toilette, même ça, j'ai vu... Hein? c'est du papier toilette. C'est une lettre sur du papier Oui. toilette. Merci. C'était un jeu de mots. J'adore quand on On a s'interrompt connu pour faire des jeux de mots de merde comme ça, vraiment, j'ai envie de C'est mourir. ça qu'on aime. Mais ouais, non, du coup, oui, c'est une scène qui est beaucoup plus posée dans le livre, parce que ça prend plusieurs pages, parce que même au niveau des scènes de torture, notamment, je sais qu'il y a plusieurs trucs de torture différents dans le livre, là où je crois que dans le film, au final, il y a juste, on la voit à un moment se faire plonger la tête dans une bassine. Mais voilà, il y a plein de trucs où tu sens que dans le comics, elle est vraiment poussée à bout, mais genre vraiment en mode vénère, quoi. Là où c'est Oui, vrai parce que c'est un peu là, plus il dit rapide qu'il dans le a. film. Enfin, elle dit j'ai été torturé et tout, mais en vrai, tu dis ça va. Enfin, il t'a juste rasé la tête et il t'a plongé 2 fois la tête dans l'eau. Il y a rien C'est de. ça, ouais. Ok, oui, ok, J'avoue, elle était dans une cave. elle abuse, hein, quand même. Non mais, ok, elle était dans Ouais, une cave et tout. franchement, Mais je veux dire, attends. c'était pas de la torture. J'ai pas l'impression qu'il lui a fait des trucs de fou, quoi. Dès Après. le début de la séquence, une des choses qu'on voit, c'est qu'elle est enchaînée au plafond et qu'ils lui font des jets d'eau à genre Karcher sur Ah le oui, c'est corps. vrai, il y a Et ça. là, elle est en train de pleurer et de hurler.
Donc, Ouais, si elle peut pas c'est ce supporter qu'il une faut. douche, hein, c'est bon. Oh, putain. C'est quoi, j'ai Voilà, un karcher dans le jardin. On testera l'expérience. Allez. On verra ta résistance. Ah putain, Jérémy en 40, j'ose pas imaginer. Hein. Ouais, j'aurais été un très bon voisin. J'ai- Ben, je sais pas du coup, est-ce que Cassandre, tu veux développer certains trucs par rapport aux comics peut-être, vu que tu es la seule qui l'a lu. Après, je sais pas. Bah déjà, je trouve qu'il y a, comme je disais, il y a beaucoup plus d'émotions dans le film. Et ça aussi, le fait que les tortures d'Ivy soient moins prononcées dans le film, ça sert aussi à humaniser le personnage de V. Parce que s'il lui avait fait les pires trucs, Oui. bah après on a plus de mal à se dire que... Alors, à la fin, il est quand même il a plein de remords, hein. À la fin, ce qui n'est pas le cas du comics d'ailleurs. Non seulement il lui fait bien pire dans le comics, non seulement elle a 16 ans, mais en plus de ça, il a pratiquement pas de remords. C'est vraiment en mode, je l'ai fait pour ton bien, et d'ailleurs ça a marché, regarde. Donc c'est bien ce que j'ai fait, c'est légitime ce que j'ai fait, d'accord? Donc Ouais, voilà, ouais. comme je disais, le personnage n'est pas écrit pareil. Donc, C'est vrai que c'est un des trucs que j'avais un peu zappé par rapport aux comics, mais oui, maintenant que tu me dis tout ça, c'est vrai qu'il est. Ouais, c'est vraiment. Je me rappelle plus trop de si je m'étais attaché ou pas au personnage de V en lisant le comics, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai qu'il y a. À part son idée qui est louable parce que voilà, il représente un peu la rébellion, la révolution, la liberté et tout. Mais c'est vrai qu'à part son idée, le personnage en lui-même ouais, est assez hardcore, quoi. Et c'est vrai que dans le côté, tout à l'heure, on parlait avec Guillaume du côté anti-héros. Là, c'est vrai que le côté. Dans le film, il y a quand même plus au côté héros qu'anti-héros. Mais c'est vrai que dans le comics, je pense qu'on est clairement dans le anti-héros assez hardcore, quoi. effectivement, de Je- façon je- beaucoup je- plus J'ai prononcée. vu aussi ouais, la scène parce que dans le comics, vu que ça prend plus son temps aussi, il y a plein de choses qui sont pas dans le film, mais il y a une avant que elle se fasse prisonnière et qu'il y ait le moment de torture et tout, il y a une période où du coup elle demande à V de sortir et effectivement il lui bande les yeux, il l'amène à l'extérieur dans une ruelle lambda et après voilà il lui bande les yeux pour pas qu'elle voit où elle est et après il la lâche comme ça, enfin il disparaît dès qu'elle enlève le bandage et du coup elle est au milieu de Londres sans savoir où elle est et tout et c'est là qu'elle est livrée à elle-même et c'est donc à ce moment-là que elle rencontre un gars qui la recueille parce qu'elle est complètement perdue contrairement au film où le mec qui la recueille quand elle est oui quand elle part aussi à ce moment-là c'est un gars avec qui elle travaille qui l'héberge et du coup voilà il y a ce côté il y a ce parallèle avec le fascisme où le gars en question est homosexuel et du coup c'est pour ça aussi qu'il se fait aussi alors il se fait capturer parce qu'après il pète un plomb sur scène et qu'il fait une émission très très borderline et qui ne plaît pas du tout Au chancelier. Oui, oui, il fait une au parodie du chancelier, dictateur. puisqu'il, ouais, voilà, il y a une grosse parodie et tout. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il se fait dégager. Et c'est à ce moment-là que du coup, on fait croire qu'elle est capturée par la police en gros du chancelier. Là où dans le comics, c'est beaucoup plus développé dans le sens où tu vois qu'elle rencontre ce mec qui la recueille, qu'elle ne connaît pas, il me semble, dans le livre. Du coup, voilà, il y a une relation qui est développée, donc il y a pas mal de pages qui sont focalisées sur cette relation-là qu'elle fait avec ce mec et tout. Ça devient son mec, d'après ce que je me souviens. Tu m'arrêtes si je me trompe, Cassandre. Et après, voilà, c'est ce mec-là qui se fait tuer parce que il traîne avec des gars louches aussi. Elle essaye par la suite de tuer le mec qui a assassiné son copain. Et c'est à ce moment-là que, du coup, elle ne réussit pas à tuer le brigand. Mais elle se fait capturer. Et c'est là qu'on croit que, du coup, elle se fait capturer par la police du chancelier. Mais en fait, voilà, c'est après qu'on apprend que c'est en fait V. Bah ça aussi en fait dans le comics, donc de base, il ramasse donc une gamine qui essaie de se prostituer et qui s'avère qu'elle s'est prostituée donc auprès de la milice. Ça on rejoint le film, donc avec les miliciens qui sont en mode bon tu vas passer un sale quart d'heure et après on te met en tôle parce que la prostitution ça se fait pas. Et, et du coup ben, lui donc il la ramasse, sauf que donc encore une fois c'est une gamine de 16 ans qui est un peu livrée à elle-même et qui fait ce qu'elle peut pour survivre et du coup lui quand il la ramasse et qu'il l'emmène chez lui, ben elle s'éclate. Elle est en mode waouh, il y a plein de choses, il y a un truc pour mettre de la musique, c'est une gosse que tu laisses dans une salle de jeu. Et donc elle est en plus elle est confortable ici, il n'y a plus de risque, elle a de quoi manger, elle n'a pas à sortir, donc elle s'y installe sans remettre en question tout ça, elle y resterait toute sa vie même.
Et donc déjà, il y a l'asservissement qui est beaucoup plus présent, et la docilité du personnage d'Ivy qui est très prononcée de base, ce qui va très bien avec son jeune âge. Et ça aussi, c'est quand même un sacré choc, parce qu'après un certain temps, en sachant que du coup, elle a probablement plus d'endroits où vivre, plus d'appartements, plus tout ça, d'un coup, alors qu'elle est installée, qu'elle est très bien là, qu'elle veut plus sortir, il lui bande les yeux et il l'abandonne dans la nature. En mode, ça y est, j'ai plus trop besoin de toi, en fait. Et donc, ça aussi, en quelque sorte, c'est déjà un choc, alors que le personnage d'Ivy dans le film essaye de s'échapper. Elle essaye c'est ça, elle lui demande clairement de partir et tout. C'est lui qui lui dit qu'il veut pas, quoi. C'est ça, et avec l'événement du prêtre, elle va même en quelque sorte le trahir, puisqu'elle essaie de dévoiler les plans de V au prêtre, en mode fournissez-moi une protection, il y a un dangereux criminel qui va se pointer, qui en veut à votre vie, et moi aussi je suis en danger. Donc elle n'est pas dans son Je croyais que ça faisait Ivy, partie du plan au début. Parce qu'il m'a dit, j'ai besoin que tu joues bien la comédie et tout. Et après, quand elle commence à lui dire et tout, ouais, il faut que je vous dise un truc. Tu sais, je croyais que ça faisait partie du plan. J'avais pas compris que. Parce que pour moi, elle était du côté de V déjà, quoi. Non, ça fait pas du tout partie du plan, puisque après, quand il arrive et que le prêtre il lui dit quoi, mais alors elle disait la vérité, il y a vraiment un terroriste qui est là. Oui, c'est pour ça il la regarde. J'ai douté après. Et elle, ouais, du coup, à ce moment-là, elle s'enfuit. Elle dit désolé et elle s'enfuit. Donc Ivy, dans le film, elle est opposée à V de départ. C'est lui qui la séquestre, mais contre son gré. Ouais, alors ça, que, comme je disais, pas compris ça. Pour moi, elle était vraiment avec lui dès le début. Du coup, ouais, je sais plus ça. Par contre, Cassandre, tu vas peut-être m'aider, mais dans le comics, je sais plus comment se passe cette scène-là du prêtre, justement. Est-ce qu'elle le balance aussi à ce moment-là dans le livre ou plus Non, elle le balance pas du tout. Elle suit le plan jusqu'au bout. Ah, ok. C'est juste qu'après, quand le prêtre s'apprête vraiment à lui passer dessus, elle l'assomme avec un objet parce que V n'arrive pas suffisamment vite, quoi. Ouais, ok, d'accord. Donc, mais à aucun moment elle balance le plan. C'est pour ça que je dis, elle est excessivement docile, ce qui fait que quand il la torture pour après, quand elle sort quand il abandonne dans la nature, et qu'après elle se met à sortir avec en fait, en quelque sorte, elle s'accroche à une nouvelle figure d'autorité, donc le mec beaucoup plus âgé qui est donc le mec de la presse, et qui devient son amant, et chez qui elle vit, donc elle est à nouveau dans ce truc de je suis au crochet d'un homme plus âgé. Donc le personnage d'Ivy, comme je le disais, est beaucoup moins affirmé dans la bande dessinée, beaucoup plus dépendant, et du coup après quand V la récupère à nouveau pour après la torturer, tout ça, ça se justifie aussi beaucoup moins de par le fait qu'elle a toujours été de son côté, qu'elle a toujours fait tout ce qu'il lui a dit. Alors que dans le film, je trouve que ça se justifie un peu plus à partir du moment où elle est très opposée, et en fait où la peur est une barrière suffisamment forte pour qu'elle s'oppose à son idéologie avec affirmation. Et ce qui fait qu'après, quand il la libère dans le film, la scène où il la libère sur le toit, où il n'y a plus de bandeau, il n'y a plus tout ça, où elle est sous la pluie, et elle a ce moment de libération, ça c'est un moment, je trouve, qui est assez fort dans le film, et qui n'est pas vraiment là dans la bande dessinée. Ce moment symbolique de libération qu'elle vit, alors il est quand même abordé, mais c'est pas aussi émotionnel, c'est pas j'ai vu la vérité. Je trouve que l'asservissement du personnage d'Ivy est trop prononcé dans la bande dessinée, ce qui fait que pour moi, j'ai du mal à voir la libération du personnage, là où je le vois dans le film, où je vois la libération que lui a offert V, en fait. Mais comme je disais, dans la bande dessinée, je trouve qu'il y a trop d'éléments qui passaient peut-être, même probablement très bien à l'époque de sa sortie, mais qui aujourd'hui font une autre lecture en fait de leur relation, et qui fait qu'en fait pour moi elle est passée d'un asservissement à un autre, et que le personnage d'ailleurs est écrit pour être sensible à ça. Ouais, je me dis aussi que mine de rien, parce que là c'est vrai que évidemment le personnage principal c'est V. Mais c'est vrai que le deuxième personnage qui est quand même très important, c'est justement Ivy. Et c'est une femme. Et c'est vrai que du coup, effectivement, dans les années 80, quand le livre a été écrit, c'est vrai que la place de la femme n'était pas le même que là, même si le film a 20 ans. Mais c'est vrai que il y a quand même eu des évolutions, heureusement, même en 2005 par rapport à 80. Encore heureux. Au niveau de la femme, donc c'est vrai qu'il y a peut-être cette logique aussi de se dire dans les années 80 c'est un peu plus normal de montrer une femme qui est dépendante d'un homme et tout, là où peut-être qu'ils ont voulu un peu renforcer le caractère de la femme en 2005 quoi, quand ils ont fait le film, ce qui me paraît plus cohérent au niveau de l'époque quoi. Surtout quand il s'agit d'une femme qui a 16 ans et qui est donc mineure. Il y a beaucoup de scènes qui sont plus les mêmes.
Oui, c'est ça. Voilà, j'insiste un peu sur le point, mais Oui, quand non, on carrément. revoit la lecture de la scène du prêtre avec une gamine de 16 ans, le plan de V, il est beaucoup plus bof aussi. Ouais, mais d'un là-dessus. côté, c'est plus Oui, logique c'est ça, parce que parce là, que tu vois que le prêtre, il est Et un c'est peu, plus RP, ouais. il est un peu limite et là, il demande, ouais, elle est assez jeune et tout. Et le mec, il dit, bah, vous verrez par vous-même. Et quand il arrive, il dit, ouais, c'est bon. Alors tu fais, mais non, elle a 25 ans, la meuf, ou je sais pas quel âge elle a. Tu fais, mais, enfin, Oui, elle est pas Bah, si, justement, elle effectivement, fait le pas prêtre si est jeune plus que ça, glauque. quoi. T'essaies de nous faire passer pour un gros pervers et tout. Mais en fait, ça a l'air de lui aller bah, l'âge qu'elle après, a, quoi. c'est peut-être un peu renforcé par le côté peut-être un peu chelou, entre guillemets, même si, voilà. Le seul truc qu'elle a là, c'est qu'elle a des Du vêtements. côté un peu cosplay, elle est Oui, déguisée en c'est ça. petite fille Elle a dans juste le le film. costume, mais sinon, C'est surtout ça, quoi. elle fait pas jeune du tout, quoi. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a, il y a une réplique justement où celui qui lui annonce que la fille qu'il a demandé est là. Alors je sais pas si c'est mentionné concrètement, mais il y a une allusion au fait qu'elle est plus âgée que celle qu'il reçoit d'habitude. Ouais. Je crois même que dans la bande Donc, dessinée, il situe même que globalement, les filles ont 12 ans. Ok. Il me semble qu'il y a une qui cite l'âge auquel il est habitué, dirons-nous. Ouais. Un mec sympathique, quoi. Enfin non, même pas, je crois pas qu'ils disent qu'elles ont 12 ans en général, je crois qu'ils demandent en mode plus de 12 ans, ou un truc comme ça, en mode ce qui situe même que peut-être qu'ils sont fait des plus jeunes. Ah, mais Donc, tu c'est vois là, encore plus glauque que ça. là, il y a une fille qui arrive qui a genre 16 ans et dit bon, allez, c'est limite, mais ça passe. Là, tu comprends que vraiment, tu fais ah ouais, donc déjà 16 ans, c'est limite, mais ça passe. Mais là, t'as une meuf quasiment, enfin, plus qu'adulte qui arrive. Je fais du coup, c'est plus tellement limite, là, ça va quoi. Enfin, voilà. Ouais, il a des goûts Oui, plus larges, c'est quoi. vrai. Ouais, là, moi c'est pareil, je l'ai vu dans le côté plus mise en scène du film, avec le côté un peu maquillage et cosplay de Nathalie Portman, qui fait comprendre que voilà, d'habitude il les aime plus jeunes et que du coup elle est obligée de se déguiser en petite fille pour Too l'attirer, old. entre guillemets, quoi. Pour ceux qui auront la ref, Après, la Game of je Thrones. reconnais que la scène aurait été plus forte vis-à-vis de ce que est censé évoquer le prêtre avec une fille plus jeune. Mais en même temps, comme tu dis, ça évoque pas la même chose pour V. C'est ça. Du coup, qu'elle ait cet âge-là ou pas. Donc c'est pour ça, l'écriture, en fait, c'est compensé, quoi. Pour moi, il y a quelque chose que ça apporte, même si ça enlève quelque chose d'autre. Mais ouais, après, la bande dessinée reste intéressante, il y a pas mal de choses qui sont... Bah, déjà, effectivement, tout le côté totalitarisme est beaucoup plus développé dans la bande dessinée, avec le chancelier qui est amoureux, il me semble, d'une sorte de super machine, de super ordinateur. Oui, Et, alors ça, D'accord, ça ça c'est donne les envie. trucs que j'ai relus par rapport à l'ordinateur. Ouais, il y a le destin qui est donc Voilà, un Fate. ordinateur, voilà, qui est divisé en plusieurs parties. Et en fait, là où dans le film on voit juste ces bras droits en gros qui représentent un peu différentes sections du gouvernement. Là, c'est clairement, c'est beaucoup plus imagé en gros dans le comics. Là où voilà, il y a le destin qui est un peu l'ordinateur qui gère tout le gouvernement, un peu à la Big Brother de 1982. Voilà, de genre en gros 84. l'ordinateur 1984, pardon, j'étais pas sûr, de George Orwell. Et du coup, il y a ce côté-là, voilà, le gouvernement vous observe, il y a des micros partout, il y a des caméras partout et tout. Donc voilà, donc il y a le destin qui représente l'ordinateur global, avec une espèce d'histoire un peu d'amour chelou entre le chancelier et cet ordinateur-là, sachant que dans le comics, on voit à plusieurs moments le chancelier, qui n'a pas le même nom d'ailleurs que dans le film, je crois, changer le nom du gars, il me semble. Mais du coup, c'est vrai que dans le film, c'est pareil, il est ultra caricatural, le chancelier, dans le sens où il est presque pas humain, dans le sens où à chaque fois que tu le vois, c'est un gros plan de son visage sur un grand écran. Là où je crois qu'il y a plus de scènes dans le comics, justement, où il a cette relation avec cet ordinateur qui s'appelle donc le Destin, où voilà, il met un peu toutes ses attentes là-dessus et tout. Et donc il y a différentes sections qui sont liées à cet ordinateur-là. Donc il y a la main qui est un peu la milice militaire du gouvernement, donc qui est un peu en mode faites ce que vous voulez les gars, vous avez le droit, vous avez carte blanche. Après il y a le nez qui représente la police, donc un peu plus cadré. Après il y a les yeux, donc c'est tout ce qui est médias, donc propagande et tout, donc ça on le voit dans le film aussi avec le deuxième gars qui se fait tuer, le présentateur, qui passe son temps à dire des dingueries sur T'es sûr que les infos et tout.
T'es sûr que c'est pas les yeux, c'est la voix, non? La voix, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et du coup, ouais, les oreilles, c'est tout ce qui est son, caméra et micro et tout. Je crois qu'il y a les oreilles et les yeux, un truc comme ça. Mais Bah, bref, les yeux, je crois que c'est les grosso miliciens, modo, il me semble. Je ouais, suis plus alors sûre. Peut-être que ouais, je confonds avec je la sais Servante plus. écarlate, Voilà, justement. mais grosso modo, vous avez l'idée, quoi. Bah, c'est vrai que du coup, ça m'y fait penser là. Le fait de me replonger dans ce film, ça me refait penser à la Servante écarlate. Ouais. Mais en tout cas, cette histoire de chancelier qui tombe amoureux d'un super ordinateur, je trouve ça assez fou et c'est vrai que je trouve ça assez curieux quand même. Ça donne envie de lire le comics parce que j'ai envie de voir où ça va, ça. Bah, déjà, c'est un amour qui est complètement à sens unique, hein. Là, il y a aucun moment, la machine lui renvoie quelque Ah chose. bon? C'est vraiment du pur Bah symbolisme. oui, oui. Ouais. Et il aurait pu avoir des conversations en mode IA ou ce genre de choses, mais non, non, c'est. En fait, on est dans une narration en interne avec le chancelier. Donc, déjà, on a une intimité avec le personnage qui est voilà, complètement inédite du film. Et en fait, dans sa narration en interne, il fait beaucoup de comparaisons entre les femmes et justement la machine pour dire à quel point elle serait. À quel point Destin, en fait, à quel point Fate, c'est en quelque sorte la femme ultime. La femme qui surpasse toutes les autres, à quel point les autres femmes sont insipides, à quel point tout ça. Et en fait, on sent une forme de solitude assez appuyée, avec une forme de folie aussi, qu'a le personnage du chancelier, qui du coup le développe assez différemment de la caricature totalitaire qu'il est dans le film. Et disons qu'on est loin de Her avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson, quoi. On n'est pas sur ce même délire de jolie histoire d'amour, quoi. C'est vraiment un peu plus glauque, on va dire. Et d'ailleurs, c'est un truc dans le comics qui est aussi développé, c'est que V prend le contrôle à un moment pareil, Cassandre, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il prend le contrôle de Fate pour justement faire un peu vriller le chancelier en lui disant des... Enfin, il lui fait dire des choses à la machine, je crois. Je sais pas s'il n'y a pas un moment, une scène où il lui dit, où il écrit en gros, il fait dire à la machine je t'aime au chancelier, un truc comme ça pour vraiment faire péter un plomb au gars, au patron, quoi, enfin le chancelier. Donc c'est quelque chose qui encore une fois n'est pas développé dans le film puisque ça s'arrête juste au moment où ça se passe dans les bureaux des infos, quoi, en gros. Bah, déjà, le côté V pour Vendetta, c'est-à-dire le titre, sonne beaucoup mieux avec le comics qu'avec le film. Parce que je trouve que dans le film, la notion de vengeance est peu appuyée. Elle est là, mais le film le développe beaucoup plus comme étant une sorte de base pour aller à une idéologie. Le personnage de V est davantage inscrit comme un idéaliste que comme un vengeur, je trouve. C'est pas un personnage qui est très amer, c'est pas un personnage qui est vraiment développé dans cet angle-là. Il est abordé, mais il n'est pas développé dans cet angle-là. Et alors que dans le comics, le personnage de V est beaucoup plus amer. Il a la vengeance est beaucoup plus forte, l'idée de vengeance, et du coup elle se mêle justement à cette anarchie, à cette volonté d'anarchie, que tout s'effondre, que tout s'enlise. Et le personnage de V ressemble un petit peu au chancelier pour moi, dans sa façon de fantasmer certaines figures symboliques. Comme par exemple, à un moment dans le comics, il y a une scène où on voit une statue de la justice, donc la déesse de la justice, et du coup, en fait, il lui parle comme une amante, et en fait, V développe que c'est une amante qui l'a trahi, qu'elle l'a bafoué, qu'elle est allée voir ailleurs, et en fait, il en parle avec pas mal avec un ton assez vindicatif, pour parler du fait de cette idéologie qu'il a eue, du fait que la justice existait, et qu'en fait la justice est allée le tromper avec le totalitarisme, avec le pouvoir. Donc pour lui, en fait, son amante qui était la justice l'a trompé avec le chancelier. Donc pour se venger, lui, il va faire en sorte que le destin, donc Fate, trompe le chancelier avec lui. Oui. Il le développe lui-même dans ses divagations, dans tout ça, en mode tu vas connaître en quelque sorte la tromperie que j'ai vécue moi, à faire tomber tes idoles, à faire tomber tes fantasmes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Il y a surtout un rapport beaucoup plus important, visiblement, ouais, de vengeance. Et entre V et le chancelier, il y a un peu ce tête contre tête, un V, un garde du Nord, là, entre les deux. Chose qu'on n'a pas trop ressenti pour le coup dans le film. Enfin, on sent juste que. Ouais, enfin, moi, ce que j'ai senti devant le film, c'est quoi? Il voulait juste libérer le peuple, on va dire, avoir un sentiment un peu de justice, mais il n'y a pas le côté un côté de vengeance ultra
ultra vénère, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Bah, c'est un film, le côté vengeance est surtout, concentré sur les gars qui étaient dans le camp donc, de l'Arkil. Donc là où il a été créé, en gros, où il faisait justement des tests sur des cobayes humains et tout. Donc c'est vrai qu'il y a surtout ce côté-là on se focalise sur le côté vengeance de vous m'avez fait souffrir quand j'étais dans ce camp-là, donc du coup je vais vous retrouver un par un, ceux qui étaient à la tête de ce projet-là et de ce camp, cette espèce de camp de concentration grosso modo. Hein. Oui. Voilà, je vais vous On sent la retrouver référence, ouais. pour me venger de ça, quoi. Là où c'est un peu plus compliqué dans le bouquin, en gros. Mais ça rejoint ce que disait justement Alan Moore par rapport à la comparaison qu'il faisait avec son œuvre. Mais c'est vrai que le côté V dans le film est un peu adouci dans le côté où justement on a voulu peut-être le rendre un peu plus lisse pour qu'il soit aussi plus attachant. Et du coup, il y a plein de choses qui passent à l'as, et du coup, on se retrouve avec un personnage peut-être moins excessif, mais où du coup il y a des trucs qui sont un peu plus incohérents par rapport à l'inverse aussi du chancelier, qui est aussi représenté dans le film comme une espèce de caricature, mais on s'attache pas vraiment non plus à lui, même si c'est pas l'idée de s'attacher au méchant de l'histoire. Mais c'est vrai que dans le comics, je me rappelle d'un personnage qui est représenté comme un gars un peu plus humain que juste une grosse tête sur un écran, quoi. Et c'est, je pense, ça qu'il voulait dire quand il disait que c'était un peu dommage d'avoir fait un si grand écart et d'un côté d'avoir un peu lissé les choses pour que ce soit plus digeste peut-être aussi. Mais Puis plus là, optimiste aussi. ouais. Ouais, mais c'est ça. lisser les choses dans une dystopie, c'est un peu dommage. Tu vois. Bah oui. Autant aller Mais après, c'est vrai que jusqu'au du bout. coup, non, j'ai lu juste pareil, les premières pages du bouquin là, que j'ai relu, et où c'est justement Alan Moore qui présente un peu l'œuvre et tout qu'il a. Et il parle donc de l'époque où ça a été écrit, donc les 80. En Angleterre, on était sous Thatcher. Donc apparemment, alors moi je suis nul en histoire encore une fois et je connais pas tout, mais d'après ce qu'il disait, elle était assez hardcore, la Thatcher. C'est vrai que je connais de nom c'est elle qu'on appelle la Dame de Oui. Fer, c'est bien ça que je confonds Ouais. pas. Une main de fer Et dans un gant de une main fer. voilà, c'est ça. Il y a Renaud Et qui a du fait une coup, chanson ouais, sur- apparemment, niveau truc assez excessif, elle en tenait une couche. Notamment, il parle d'idées de camps de concentration pour les gens qui avaient les sida, notamment à l'époque de Thatcher. Pareil pour l'homosexualité, elle avait l'air vraiment ouverte à ce genre de conversation, puisque elle parlait de plus ou moins éliminer l'homosexualité de l'Angleterre, ce genre de choses et tout. Et c'est vrai que c'est de ça dont il parle quand il parle de trucs pas très développés dans le côté les méchants du film, quoi. C'est vraiment, on te dit que c'est des gros fascistes et c'est les grands méchants, sans forcément apporter de détails entre guillemets derrière, quoi. Cassandre, tu C'est voulais vrai. dire quelque chose? Ouais, que le film est plus optimiste que la bande dessinée. La bande dessinée est beaucoup plus pessimiste. Bah, déjà avec l'amertume du personnage, des personnages, la solitude ambiante, la décadence en fait est beaucoup plus présente à tous les niveaux. Donc le ton et même le final est beaucoup plus pessimiste. Là où déjà toute l'histoire d'amour entre Ivy et V, elle n'existe pas vraiment pour moi dans le comics. C'est pas Ouais. qu'il n'y a pas des trucs qui vont un peu par là, mais c'est pas vraiment une intrigue du premier ordre. Pour moi, Ivy, c'est un personnage qui s'inscrit davantage dans un premier temps comme étant un outil pour V, et après dans un second temps comme étant justement un successeur. Et un successeur beaucoup plus affirmé que dans le film, puisqu'à la fin, c'est elle seule qui met le masque de V et qui va déclencher le train, mais en portant le masque de V, suggérant donc qu'elle va être en quelque sorte une nouvelle V, et qu'elle C'est reprend ça. concrètement son idée. Et Alors, est-ce que tu peux développer, tant que tu parles de la fin, parce que moi, c'est vrai que je l'ai relu dans les résumés et tout, et c'est vrai qu'il y avait plein d'infos que j'ai oubliées de la fin du comics, qui est pareil, apparemment, dans mes souvenirs, beaucoup plus développée, beaucoup plus longue et tout que dans le film. Donc, toi qui l'as lu récemment, est-ce que tu peux faire les différences un peu qu'il y a dans le film par rapport à la fin? déjà, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas énormément résolues.
Il me semble qu'il y a quand même plus de choses qui sont en suspens, montrant que faire tomber un système totalitaire, ça se fait pas d'une traite. Et donc, du coup, ça suggère en quelque sorte que cette continuité sera faite par Ivy dans le futur, puisque, comme je disais, elle s'inscrit beaucoup plus en successeur direct. Et du coup, et même pour ce qui est du peuple, c'est pas aussi marqué. Il me semble qu'il y a un soulèvement du peuple. Là où il y a vraiment cette réunification à la fin du film qui fait ressortir toute l'idéologie, tout le côté, en fait, on porte tous V en nous parce que V, c'est la libération, c'est la révolution, c'est la liberté. Presque un côté Joker. Donc le message... Presque un côté Joker à la fin. Ouais, la fin, pareil, ça m'a beaucoup fait dans penser l'idée, à Joker. Ouais. Bah, c'est un peu pour faire un parallèle avec ce que vous dites, mais c'est vrai que je sais que quand le film Joker est sorti, il y a eu un peu ce cliché de ce que représentait le Joker aussi dans le film, en mode un peu pareil, un peu rébellion. Et c'est vrai que ça pouvait être pris comme un peu de la rébellion d'adolescent, un peu rebelle. Ouais, il a trop raison de ce qu'il dit et tout, faut trop se rebeller et tout. Et c'est vrai qu'il y a peut-être ce truc qu'il y avait déjà peut-être à l'époque avec V pour Vendetta. C'est vrai que même le masque et tout est devenu peut-être un truc qui était un peu plus cliché et un peu plus simplifié que dans les faits, quoi, parce que c'est vrai que ça représente un truc un peu plus compliqué que juste de mettre un masque et de se dire je suis trop anarchiste et tout, j'écoute du punk et voilà, et je porte un masque. Mais c'est vrai que oui, le parallèle avec ce genre de symbole comme le Joker est intéressant et je pense qu'il est légitime. Voilà, globalement, c'est pour expliquer que pour moi le film apporte des choses notables, oui, il y a des nuances qui sont dans la bande dessinée qui n'existent pas dans le film, il y a des nuances dans le film qui n'existent pas dans la bande dessinée, et c'est vrai que moi je préfère le film. Je préfère nettement le film parce que je trouve que l'idéologie me parle le plus déjà, parce que je trouve que voilà, tout faire flamber pour tout faire flamber, ça me parle pas particulièrement, c'est pas mon projet d'avenir en politique. Et après, pour ce qui est... Voilà, on peut le dire. Et donc oui, je préfère l'idée de faire tomber justement les figures de pouvoir où le peuple se relève. C'est une idée qui est simple, mais pour moi, c'est une idée qui est bien amenée, qui est amenée de façon efficace, et qui du coup est très parlante avec le personnage de V, aussi parce que le personnage est séduisant. C'est pas pour rien que les hommes politiques, ils se la jouent autant storytelling et ce genre de merde. C'est parce qu'ils ont bien compris que s'attacher à la personne, c'est s'attacher aussi quelque part plus à l'idéologie qu'il représente. Et dans une œuvre où le personnage de V est aussi associé à l'idée qu'il défend, bah oui, je suis plus charmée par le personnage davantage humanisé du film que le personnage qui est, comme je disais, beaucoup plus aliéné, beaucoup plus amer et beaucoup plus immoral qui est présenté dans le comics. C'est vrai que ce que tu me dis là me fait penser notamment à des gens qui ont voté Macron. Je sais que quand il a été élu la première fois, où du coup il y a eu des raisons, quand on demandait à des gens pourquoi vous avez voté Macron, il y avait ce truc du il est jeune, il a l'air mignon, il a l'air sympa. Bon, voilà. Ouais, c'est vraiment désespéré, quoi. Juste, sans forcément se dire son programme politique, je sais pas, mais il a l'air gentil. François Hollande qui a dû perdre du poids pour se faire élire parce que sinon personne ne voudrait voter pour lui. Il y a plein de trucs comme ça où c'est un truc physique et aussi. Ça joue toujours un peu. Hein. Moi, il y a des figures politiques, je sais pas quel est leur programme, mais je les déteste tellement que jamais je voterai pour elles juste pour ça. Hein. Donc, l'affect a son influence sur le jugement. C'est comme une personne qu'on apprécie, même dans la vie courante, ou qu'on va pas aimer. Ça va jouer sur comment on va intercepter ce qu'elle nous dit, sur quoi elle essaie de nous convaincre, etc. L'affect a forcément un pouvoir. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien... que j'ai une préférence pour le film en l'occurrence. Oui, après, pour ce qui est de la fin du comics, il y a, d'après ce que j'avais relu pour me refaire un avis, il y a pas mal de persos aussi qu'il n'y a pas dans le film et que du coup qui sont plus développés à la fin du film et tout. Donc ça, c'est des choses. Voilà, le policier, il y est dans le comics. Oui. D'ailleurs, dans le comics, il y a aussi pour montrer, je crois que c'est un truc aussi que Alan Moore a reproché au film, le côté le policier qui a vraiment ce rapport, on sent qu'il a un rapport où il comprend un peu vers la fin V,
Mais dans le comics, c'est un peu plus poussé. Et il y a notamment cette scène un peu. Depuis le début, tu sens que c'est pas un un peu méchant. lunaire lui. Oui, c'est assez bien foutu de ce côté-là. Le flic, non, en vrai, dans le film, est assez Tu attachant. sens qu'il va retourner sa veste à un Euh, moment, quoi. Ouais. Et dans le comics, il y a notamment cette scène où il va sur les lieux de l'ancien camp de l'Arkil, et justement pour justement essayer de comprendre au mieux, V prend du LSD pour essayer de voir ce que éventuellement V aurait pu ressentir ou vivre ou quoi. Et du coup, t'as quelques pages comme ça où tu vois des hallucinations de ce flic qui finit, je crois, je sais pas s'il finit pas à poil ou un truc comme ça, en Oh, mode putain. sous acide. Il Et était, tu Ouais, vois en qu'il a des concentration. images de mecs voilà, il était de dévoué à son vétérans et travail, tout. hein. Ouais, Bah, la thématique de la folie est beaucoup plus présente dans le comics parce que déjà d'une ça s'associe ouais. très bien à l'anarchie, effectivement encore une fois comme dans le Joker. Et Mm. du coup bah, même la première victime de V, il la tue pas, il la pousse à la folie. Et du coup il le retrouve juste le personnage, enfin il retrouve juste le mec complètement hagard, qui répète des trucs en boucle. Mais bon ça Ouais. aussi dans un film, dans ce genre de choses, et surtout dans un temps court ça peut être plus difficile à rendre crédible. Le Mm. gars que t'as poussé à la folie parce que tu l'as kidnappé 3 jours. Et du coup, ils l'ont pas mis dans le film. Mais voilà, dans le comics, la thématique de la folie V est fou. Le chancelier a sa forme de folie aussi avec son amour, son fantasme de la machine. Le Ouais. personnage du flic qui prend du LSD pour se connecter à la folie de V. Le fait que Mm. lui-même pousse certaines de ses victimes à la folie. Enfin, ça aussi, c'est beaucoup plus présent dans le comics que ça ne l'est dans le film. Après, ça, c'est pareil. Alors là, c'est peut-être totalement gratuit ce que je vais dire, mais je suis pas sûr que Alan Moore soit quelqu'un de hyper sain dans la vie de tous les jours. C'est vrai que, bon, sans forcément faire je veux pas juger sur le physique ou quoi, mais c'est vrai il a les cheveux longs, il a une grosse barbe et tout, donc Oh, bah, ça y est, il a du des, coup, Oh, des c'est un grosses ah, dagues et détraquant. tout. c'est un détraqué Non, non, alors. non, non, mais Attends, non, mais c'est parce que T'as dû être en s'il a panique au s'il Hellfest, a des non? cheveux longs et une barbe, non mais laisse tomber. mais je veux dire, quand tu sais, bon, il a fait tout à l'heure, alors je crois que je l'ai pas mentionné, mais il n'a pas du tout fait The Dark Knight Returns, puisque ça c'est Frank Miller, donc j'ai confondu. Mais il a fait aussi notamment Watchmen, il a fait From Hell, donc le roman graphique qui est tiré, je crois, d'un roman qui parle justement de Jack l'Empereur et tout, qui a été notamment adapté au cinéma. Et il a fait Killing Joke. Et c'est vrai que c'est des trucs où il y a pas mal le côté un peu toujours. Alors, folie notamment dans The Killing Joke, parce que ça parle de la folie du Joker, ça parle de sa naissance, un peu de son origin story et tout. Donc, c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait du Joker du film. Et c'est marrant de se dire que V pour Vendetta a été fait par le même mec qui a fait Killing Joke, qui est un grand nom dans l'histoire de Batman et du Joker, un grand récit. Bah, je pense en Donc vrai voilà, que c'est très lié. Enfin, V pour Vendetta et Mm, Eevee, il y a un côté un peu Joker, Harley Quinn, comme ça. Enfin, je c'est ça. connais pas les comics, mais il y a quand même Mm, vraiment ce côté-là, je trouve. Et j'ai rapproché, enfin, quand j'ai revu le film, je me souviens que pendant toute la durée du film, je me disais, bah ouais, il y a quand même énormément de similarités avec le Joker. La différence, c'est que là, c'est un mec qui a pensé au plan pendant des années et qui fait pas d'erreur, alors que le Joker, c'est juste, il vit le truc sur le coup et il oui. shift complètement dans sa folie, en fait. Enfin, C'est il vrai que cède petit à le petit. côté. Là où V s'intéresse, tu sens vraiment qu'il est pour l'anarchie. C'est vrai que le Joker, on peut carrément dire qu'il est pour le chaos. Il y a même plus Ouais. de notion d'anarchie concrètement ou Il y a plus de de notion de rien, société, ouais. mais il est vraiment pour le. Voilà, c'est tout le monde fait ce qu'il veut, c'est n'importe quoi et ça lui va comme ça, quoi. Donc voilà, donc c'était juste mis à part le moment où je me suis égaré en parlant de son physique, mais vous irez voir les photos, vous ferez votre avis vous-même. Mais voilà, c'est dans ses œuvres quelque chose qui a l'air toujours le côté un peu borderline, parce que même dans Watchmen, c'est un comics de super-héros, mais c'est des super-héros qui sont pas des super-héros comme Batman ou Spider-Man ou quoi, c'est encore plus poussé au niveau psychologique, au niveau encore une fois politique et tout, parce que ça parle aussi de tout ce qui est nucléaire, c'est pendant la guerre froide et tout que ça se passe.
Donc c'est toujours les trucs, voilà, vraiment, il s'intéresse au côté un peu extrême des deux côtés et tout, et c'est ça qui est intéressant avec ce genre de personne, c'est qu'il il est pas forcément en mode manichéen, il y a les méchants et il y a les gentils. Il essaye de voir un peu ce que les gentils peuvent faire de plus mauvais et vice-versa du côté des méchants et tout. Et bon, From Hell, pareil, s'intéresse quand même à Jack l'Éventreur, donc je pense que le côté serial killer avec la folie qui va derrière et tout, bah, là, voilà, c'est visiblement quelque chose qui lui parle dans ses œuvres de manière générale. À Alan Moore, je parle bien. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors les gars, je suis un peu désolé parce on a quand même pas mal parlé du comics et sachant que vous n'avez pas lu, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter Mais sur le film. écoute, non, j'ai découvert pas mal de choses, mais en même temps, c'est le but de ce format, hein, c'est que vous parliez du média de base, enfin, du médium de base, pardon, et que bah, après, nous, on rebondisse un peu là-dessus. Alors c'est vrai que le problème que j'ai, moi, avec ce film, c'est que j'ai pas été transcendé par lui, et j'ai passé un bon moment, mais contrairement à Black Swan, parce que j'étais dans une période où je me suis refait un peu les Nathalie Portman, et Black Swan, il m'a marqué de fou, je l'ai trouvé incroyable. Lui, c'est vrai que bon, je l'ai vu, et bah voilà, je suis passé à autre chose assez vite, quoi. Donc, C'est vrai que dans la critique que m'a fait Mick justement, il m'a parlé du jeu de Nathalie Portman dans celui-là qui n'est pas forcément son meilleur rôle ou son meilleur jeu d'actrice. Et c'est vrai que je me suis un peu fait la réflexion. C'est pas dérangeant, ça m'a pas sorti du film ou quoi. Mais je me suis dit, c'est vrai que j'aime beaucoup oui, je pense Nathalie pas que ce Portman. soit son plus grand rôle, oui. C'est ça, effectivement. Il y a quand même celui dans Mars Attacks où elle est trop forte, quand même. Non, mais c'est vrai que tu parlais de Black Swan et pour le coup, c'est quand même un autre niveau. Ça fait partie des actrices où Oui, j'arrive jamais à la un petit peu. remettre. Même là, je savais même pas que c'était elle. Je connais le nom, mais je Bah, savais tu pas. la confonds avec Nicole Kidman, donc Je c'est confonds, normal. non, mais je confonds avec toutes les actrices. En fait, je retiens pas les têtes de. Petit CF au quiz, bien sûr. Où tu as fait. Ah ouais, je On te me dit des rappelle. films avec Nathalie Portman et tu fais non, je sais pas, moi je la confonds tout le temps avec Nathalie Portman. Et t'es là, bah oui, c'est normal, écoute. Non, mais voilà. Non, mais Jay, je tu n'arrive pas as, à retenir cette fois. mis à part Nathalie Portman, tu as des trucs à rajouter aussi par rapport à tout ce qu'on a dit lié aux comics et tout? Non, pas vraiment. Là, j'ai rien à rajouter. Ok. Bien. Cassandre, un mot ou c'est ok? Ouais, je dirais une petite dernière chose pour la fin. Vas-y. Dans le comics, les roses qui déposent sur les corps sont des roses violettes, ce qui a plus de sens parce qu'on retrouve l'allitération en V. Ah, je me logique. rappelais pas de ça. Effectivement. Ok. Ouais, c'est parce que dans le comics, elles ont pas l'air d'être violettes, c'est parce qu'ils le disent que je le sais, parce que la colorimétrie était Ouais. un peu bof à l'époque. C'est vrai. C'est vrai qu'en refeuilletant le truc là, alors c'est ça aussi qui est intéressant et c'est notamment pour ça que j'aime beaucoup les comics et les BD et tout, c'est parce que je suis très rattaché au tout ce qui est illustration, dessin, peinture et tout. Et c'est souvent des trucs qui me parlent des fois plus que l'histoire, c'est de voir les dessins et tout. Et c'est vrai que là, ouais, même dans le dessin, dans les couleurs et tout, c'est hyper sombre. V pour Vendetta, c'est vrai il y a des comics, on est très loin des comics de super-héros à la Spider-Man, Superman et tout, que ce soit DC ou Marvel. Hein. C'est vrai que là, on est vraiment dans un truc très très noir pour le coup. Et puis Et les couleurs sont très délavées. ouais, c'est ça. Bon, ça commence à dater un peu, mais c'est vrai que je sais même pas si je me suis fait la réflexion quand j'ai lu le truc en me disant ah elles ont l'air violettes, donc Bah, comme ouais. je dis, moi, c'est parce qu'il le précise à l'écrit que j'étais en mode ah, c'est pour ça les roses violettes. Parce que j'étais en mode pourquoi il dépose des roses? Le mec il s'appelle V, il parle en V tout le temps. Oui, oui, Il c'est s'appelle ça. pas V, il Ça a s'appelle plus de 5. sens. Oh là là. Oh, de plus en plus technique là, hein. Il est temps qu'on y aille là. Hein. Et là, il s'est marqué sur la porte. Bah C'est écoutez, pour je crois ça qu'on va qu'il s'arrêter s'appelle. dessus. C'est pour ça qu'il a pris ce nom. Oui, C'est parce c'est vrai. qu'il était dans la porte numéro 5. Donc à la base. Oui, en plus, oui, c'est vrai. On se fout de sa gueule alors qu'il a raison. Pardon. Ah, heureusement qu'il s'appelait pas genre, je sais 5 en pas. romain. Comme ça, là, Xiv, tu sais, c'est genre direct. Xiv, genre 14, tu sais, Xiv. Je suis Xiv. Il serait 4, il serait Yves. Louis Croivet Bâton, Louis Croivet Bâton. Ah, très bonne ref. Très, très vieux. Oui, mais très bonne ref. bah oui. Bon, très vieux, ça va, 30 ans. Ah ouais, Oui, ça remonte un peu, oui, bon, voilà, écoute. voilà. Les inconnus pour les plus jeunes qui nous écoutent. Écoutez,
C'était intéressant. J'ai bien aimé. Bah ouais, j'étais franchement, justement- J'étais pas sûr de beaucoup parler du film. Je me suis dit peut-être qu'on aura fait le tour et tout. Bon, c'est vrai qu'on a pas mal. Encore une fois, on a pas mal parlé du comics avec Cassandre. Donc j'étais aussi content de pas être le seul à l'avoir lu. Et c'est vrai que je suis content que tu l'aies lu plus récemment que moi, Cassandre, parce que j'avais des petites infos que j'avais un peu zappées. Donc c'était Bah, intéressant. dis-toi que moi, je savais même pas que c'était un comics à la base. Je pensais que c'était un livre, genre un roman, tu vois, Ouais, c'est ça, moi Ah, aussi. ok. et V pour Vendetta. Ok, ok. Et je savais pas que c'était un comics. Mm. Donc je Ah me non. coucherai moins bête ce soir, hein, bien évidemment. Et tout à fait. Très bien, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui nous écoutent. Mes amis, les podcasteurs, chroniqueurs, nous nous retrouverons bientôt avec notre présentateur préféré, Michael. Rassurez-vous, je ne vais pas garder ce rôle très longtemps. Son absence s'est fait longtemps, sentir ce soir. c'est espéré. En tout cas, Non, tu as ça fait un m'a- très- ça m'a plu, ça m'a fait rire de faire ça. Tu as fait un très bon travail, Benjamin. C'était vraiment, Yes. vraiment bien. Eh bien, écoutez, Irréprochable. on va s'arrêter sur ce magnifique compliment. Merci, Bébou. Bonne soirée à tous, bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je viens de le dire. On va s'arrêter là. Des bisous Yes. à Allez. vous. Mais bisous à vous, à bonne bientôt. soirée. Ciao. Au revoir. À Ciao. bientôt. Ciao. Ciao. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.